d'abord, mes chers amis, je voudrais vous dire à quel point j'aime être avec vous. Je vous le dis, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça fait du bien d'être dans cette relation affective où on est heureux d'être ensemble. Vous avez été quand même 200 à venir ce matin à Paris alors qu'il y a des sollicitations de tous ordres à l'heure actuelle dans nos communes, dans nos départements, que la semaine dernière vous étiez déjà sollicités au titre de l'UDI et que plus de 200 d'entre vous fassiez l'effort de venir de loin, de Nice, des Ardennes. Je trouve ça extrêmement réconfortant et cela me conforte dans l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure. La première chose qui me paraît très importante dans la construction du projet, d'abord dire à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus qu'ils ont honnêtement eu des interventions remarquables. Merci Nicolas aussi pour la qualité de ton intervention qui était très profonde. Je trouvais, Patrice Gassenbach, qui a quand même quelques années de vol, me faisait remarquer que c'était d'un super niveau. Et je veux le dire, le document, Jean, que tu as préparé, si difficile, est un document complété par ces interventions qui démontre à quel point on est encore capable de travailler sur le fond, ce qui malheureusement n'existe quasiment plus au sein de la famille à laquelle on appartient. Donc bravo. Je voudrais insister sur 4 points simplement. Le premier qui n'a pas été évoqué du tout, c'est la question, mes chers amis, de la méthode. Je le disais aux différents candidats à l'élection présidentielle, du moins des 4 principaux candidats, 3 d'entre eux avec lesquels j'ai eu souvent des conversations. Je leur disais plus que le fond, qui finalement ne les différencie pas beaucoup. La question centrale, c'est la méthode. C'est comment on arrive à faire en sorte que ce qui est proposé avec sincérité, je le crois, durant la campagne présidentielle, puisse être mis en œuvre au lendemain de l'élection législative. Et pour moi, c'est fondamental. Si on a réussi la réforme des universités en 2007, c'est parce qu'on l'a fait durant l'été. Si ensuite nous n'avons rien fait sur l'école, c'est parce que nous avions épuisé notre capacité à porter la transformation. Et donc moi j'attends beaucoup des candidats à la primaire, un vrai discours sur la méthode. La méthode qui doit intégrer, bien sûr, les ordonnances, mais j'ai encore en mémoire, alors collaborateur de François Léotard en 1996 ou 17, au moment de la réforme sur la sécurité sociale, où Alain Juppé était venu présenter sa réforme en demandant un vote par ordonnance, le Parlement se mettant, il dit, debout comme un seul homme pour applaudir, François Léotard étant le seul à être resté assis, et il m'avait dit, en sortant, Hervé, vous voyez, ils applaudissent tous debout, dans quelques semaines, ils seront tous à lui jeter les pieds. Et il a raison. Et donc les ordonnances sont en effet une solution. Le référendum et l'appel au peuple, avec l'engagement du président de la République, doit en être une autre. Je pense par exemple à un projet qui pour moi a beaucoup d'importance, qui est la mise en œuvre d'un régime de retraite universel. Universel. Et que ce régime de retraite universel, on voit bien que la capacité de le faire accepter par un certain nombre de corporatismes est directement liée probablement à l'appel au peuple. Et que je suis convaincu que si vous proposez aux Français un régime de retraite universel, ils l'approuvent massivement et ils permettent de lever les corporatismes des régimes spéciaux. Mais derrière ça, il y a pour moi quelque chose de majeur, c'est la construction, je l'ai dit des dizaines de fois, d'un socle politique, Rudy l'a évoqué tout à l'heure, d'un socle politique large. Aujourd'hui, on voit bien que une partie du Parti socialiste
n'a plus rien à faire avec le front de gauche. On voit bien qu'il y a aujourd'hui les modernes d'un côté, les conservateurs, les poujadistes et les nationalistes de l'autre. On est bien dans ce schéma-là. Et qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, les sociodémocrates qui aujourd'hui sont au pouvoir à l'image de Manuel Valls, n'ont plus la capacité de pouvoir porter un projet politique avec leurs alliés depuis 1958, ou du moins depuis 1971. Et donc, on voit bien qu'il y aura, pour celui qui sera au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, non pas simplement d'appeler à voter contre le Front National et le gouffre, mais au contraire d'appeler à voter pour dans la construction d'une famille ou d'une majorité politique la plus large possible qui soit la majorité des modernes. Et c'est là que je suis en opposition absolue avec mon ami président de l'UDI, c'est que ça n'est pas une discussion d'aujourd'hui, c'est une discussion devant les Français au soir du premier tour de l'élection présidentielle, en tendant les bras à celles et ceux avec lesquels nous avons affaire, dont Emmanuel Macron par exemple. Mais ça ne se fait pas au mois de septembre sans qu'il y ait eu débat dans nos instances politiques. Il y a normalement un organe pour ça, c'est le Conseil national de l'UDI ou le Congrès de l'UDI, qui consisterait en clair à une rupture d'alliance, parce qu'on peut me le dire comme on veut. Quand on décide éventuellement de considérer, ou quand on dit considérer qu'on pourrait avoir Emmanuel Macron comme candidat à l'élection présidentielle, il va se présenter contre celui qui va sortir des primaires. Et donc c'est bien une rupture d'alliance. Et donc je veux simplement dire à ceux qui sont derrière moi dans un certain nombre seront candidats législatifs que ça va quand même être assez compliqué d'aller réclamer l'investiture des Républicains en disant qu'éventuellement on peut faire candidature avec Emmanuel Macron. Mais d'autant plus quand, comme je vous le disais tout à l'heure en vous accueillant, on apprend que le même président de l'UDI va dîner avec Alain Juppé pour lui dire on va faire en sorte qu'on puisse te soutenir durant la campagne des primaires. C'est-à-dire que c'est une primaire qui, jusqu'à la fin du mois de juillet, n'était pas celle de l'UDI, déclaration permanente depuis le mois de mars, puis c'est Emmanuel Macron qui pourrait être notre candidat, pour terminer finalement par un dîner avec Laurent Hénard, on dit bah, écoute, t'inquiète pas, on va essayer de faire en sorte de te soutenir durant la campagne. Je voudrais comprendre la cohérence de l'ensemble. Bien fort celui qui s'y retrouvera dans cette histoire. Mais, je reviens à mon sujet. La question, c'est celle de la construction, dans le cadre de cette méthode, du socle politique le plus large, pour ne pas être sur un socle uniquement de 20%, mais sur un socle qui est en quelque sorte le socle qu'évoquait Valéry Giscard d'Estaing en 1976, c'est-à-dire 2 Français sur 3, parce qu'on peut estimer qu'il y a à peu près 2 Français sur 3 qui veulent, en effet, la restauration de l'autorité de l'État, de la sécurité, 2 qui veulent de la liberté pour la croissance du pays, et 3 qui veulent de la régulation pour que ce ne soit pas simplement l'économie capitaliste qui dirige le monde. Je pense qu'on y retrouve là à peu près les 2 tiers, ou tout du moins 60% des Français, et c'est ce socle politique qui permettra au gouvernement et à la majorité de porter la transformation du pays. Ça ne sera pas simplement par le référendum, par l'ordonnance ou par le fait de siéger jour et nuit pendant 6 mois, comme on l'avait fait en 1981 ou en 1986, quand Jacques Chirac a été un grand réformateur, ce qu'on a oublié. Donc pour moi, le premier sujet majeur sur lequel on doit insister, c'est la méthode. Le deuxième sujet, c'est l'économie. Je remercie Pierre pour son intervention qui était très longue et très fouillée. Mais en clair, sur l'économie, on a besoin d'affirmer et d'afficher que la croissance du pays se fait par la liberté, se fait par la stabilité juridique, se fait par la confiance, parce que vous pouvez mettre en œuvre toutes les mesures, si vous avez détruit la confiance, vous ne réussissez pas. Et pour
Pourquoi la croissance ne repart pas en France? C'est parce que les chefs d'entreprise ont l'arme au pied, n'ont plus confiance et attendent désormais 2017. C'est ça la réalité. Quand vous les entendez, ils vous disent oui, ça va un peu mieux, oui, à l'export, pour ceux qui sont très engagés à l'export, on a des parts de marché, on pourrait embaucher plus, on pourrait investir, mais on n'a plus confiance, donc on attend. Et donc il faudra rétablir la confiance. Le rétablissement de la confiance, ça passe par un certain nombre de garanties qui doivent être données, qui permettent à l'investisseur de se dire, j'ai un discours, et ce discours-là va faire l'objet d'une loi, et cette loi, ça va être la même pour les 5 prochaines années. Souviens-toi, Rudy, les évolutions de notre majorité entre 2007 et 2012, entre la loi TEPA du début et l'évolution de la fiscalité permanente pendant 5 ans, qui fait que finalement on avait fini aussi à notre façon par détruire la confiance. Moi je continue à penser qu'il faut inscrire dans la Constitution le fait que tout Français peut exciper de l'inconstitutionnalité d'une loi qui amènerait à ce que plus de 50% de son revenu soit prélevé en impôts chaque année. Et si vous le mettez dans la Constitution, vous garantissez aux investisseurs qui reviendraient en France, parce que nous sommes quand même, nous avons un formidable atout. Nous sommes le premier pays exportateur de richesse au monde. Vous avez vu les chiffres parus cet été dans tous les journaux économiques, c'était assez effrayant de voir depuis 5 ans à quel point à la fois les riches, mais aussi les talents, ceux sortis de nos écoles, les 4 sup, sont partis massivement depuis plusieurs années. Eh bien, il faut qu'on donne un signal, le signal constitutionnel en dépit, même si le Conseil constitutionnel a fixé un certain nombre de règles, serait, à mon sens, très fort. Pas plus de 50% d'impôts par an. La deuxième chose, c'est, je le dis, je le répète, une proposition qui, je crois, nous différencie beaucoup, qui est courageuse compte tenu de la popularité de l'héritage en France, c'est qu'il faut sortir d'une économie de rentier. Et que si nous sommes libéraux comme nous l'affichons, je le répète pour répondre à l'intervention de tout à l'heure, nous devons afficher la suppression de l'ISF très clairement pour favoriser l'investissement dans nos entreprises, mais nous devons dans le même temps dire que nous sommes favorables au mérite, nous sommes favorables à la reconnaissance du travail et que la reconnaissance du mérite et du travail fait qu'on a des taux d'impôt faibles, comme tu l'as proposé Pierre, durant son activité, mais qu'au moment de l'héritage, à partir d'un certain niveau d'héritage, un certain niveau de patrimoine, on estime en effet qu'il y aura une taxation relativement forte, parce que le fait de mettre une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche, ça n'est pas une qualité et une vertu. Eh bien moi, je trouve que ça fait partie de propositions qui nous différencient de ce qu'on peut entendre en permanence sur le sujet. J'ajoute, sur la question de l'économie ou du redressement économique du pays, c'est le président de région qui vous parle. J'avais cette question avec Valérie Pécresse, on évoquait cela il y a quelques semaines ensemble. Moi, j'attends très clairement du candidat à l'élection présidentielle, et donc des candidats aux primaires, qu'on affiche qu'une partie du redressement du pays passe par les territoires. On voit bien qu'il est en train de naître un couple, qui est le couple des territoires de demain, région, intercommunalité, compte tenu de la taille des EPCI qu'on peut contester, mais qui est en vérité les deux piliers de la politique territoriale de demain. À charge aux départements de trouver leur place sur un champ qui souvent ils n'occupent pas assez, à mon sens. Mais tout ne viendra pas de l'État, tout ne viendra pas de l'exécutif. Une partie de l'innovation du laboratoire que doit devenir la France passera par les territoires. Je constate pendant le président de région que j'ai encore la mobilité pour être en capacité de proposer des solutions nouvelles. Quand par exemple sur la formation, on évoque souvent la question de la territorialisation de la formation par bassin d'emploi au plus près des entreprises.
vérité, on l'a essayé, nous, au titre de la Normandie, à travers le plan 500 000, sur 10 territoires expérimentaux. Eh bien, la conclusion du MEDEF et des partenaires sociaux, il y a quelques jours, devant la presse régionale, a été de nous dire « Bravo, vous avez tenté quelque chose et ça marche ». Là où il y a 5 PME qui recherchent 3 chauffeurs poids lourds, eh bien, on met la formation là où se situe dans le bassin d'emploi les besoins de formation. Là où il y a des besoins en maintenance industrielle, on crée des besoins au plus près des bassins d'emploi. Et ça ne pourra se faire que par des actions territorialisées, comme ne peut se faire des actions territorialisées sur un certain nombre de domaines comme la question économique. Je prends un exemple. Nous avons, Jean, en Normandie, lancé un dispositif qui s'appelle ARM, Anticipation, Redressement, Mutation économique, qui s'adresse à des entreprises qui connaissent une difficulté, un problème de fonds de roulement, un client qui fait défaut pour le paiement, un marché à l'export qui s'effondre. Nous l'avons mis en place en juillet. En septembre, nous avons fait le premier bilan. 19 entreprises ont bénéficié de ce dispositif, soit simplement par la mise en réseau du conseil, ça ne coûte rien, soit par éventuellement l'investissement de la région pour améliorer leur trésorerie, leur fonds de roulement, pour leur permettre de faire un saut technologique pour gagner en compétitivité. Les chefs d'entreprise qui ont été là ont été, mais alors je vous assure, pas si c'est sur le net, mais si c'est sur le net, allez voir à quel point les chefs d'entreprise disent bravo. Ça a coûté à la région, mes chers amis, 960 000 € cette affaire. On a sauvé 1000 emplois. 1000 emplois d'entreprises qui seraient allés au tribunal de commerce. Ça fait combien d'emplois? Genre, toi qui es politique centralien. Ça fait 1000 € l'emploi. Eh bien, excusez-moi, si vous connaissez les dispositifs de soutien, de création d'emplois à 1000 €, vous me faites signe. Voilà, c'est trop long, c'est ça? Ah bon, je vais faire. Et donc je dis qu'une partie de la transformation passera aussi par les territoires et j'attends des candidats aux primaires et à la présidentielle, en clair, une vraie décentralisation dans laquelle on a la décentralisation des ressources et où d'autre part, on a très clairement des compétences où on est seul maître à bord et non pas un système dans lequel on a toujours un peu le fil à la patte parce que l'État est encore là sur tel ou tel élément. Il faut permettre aux régions d'expérimenter, d'innover, même de légiférer par délégation. Troisième sujet, mes chers amis, pour être bref. Moi, je me déterminerai dans quelques jours, comme vous le savez, pour les primaires, sur un sujet majeur, au-delà de ce, c'est la question de l'éducation. Si le pays va si mal, c'est parce que l'école va très mal. Sur tous les sujets, tu peux le dire, tu peux m'applaudir, mais moi, pour une fois, je veux que le candidat de la droite et du centre dise aux Français, ma première réforme, ça sera l'école. On a fait un colloque, Marc, lundi, à l'Assemblée nationale avec Louis, qui était passionnant sur les questions scolaires. Je retiens la formule d'un proviseur d'un lycée qui intervenait, qui disait l'inégalité, elle n'est plus seulement entre les lycées des centres-villes et les lycées des banlieues, entre les enfants issus des milieux modestes et les enfants issus des milieux bourgeois. Il expliquait que la ségrégation, elle existait même désormais par couleur de peau. Il expliquait en clair que les enfants issus, pour reprendre l'expression d'un candidat à la primaire des Gaulois, c'était l'enseignement général, que ceux issus des milieux, des enfants issus de l'Afrique du Nord, c'était l'enseignement technique, et que pour les enfants issus de l'Afrique noire, c'était l'enseignement professionnel. Alors c'était probablement Thierry Marc, c'est bien ce qu'il a raconté. Patron d'un syndicat, du syndicat des proviseurs des lycées, c'est bien ce qu'il a raconté, en disant désormais on a une ségrégation ethnique quasiment.
Eh bien, mes chers amis, l'école est en grande difficulté, très grande difficulté. Et quand on évoque la question de la sécurité, des attentats, de nos valeurs, de notre identité, tiens, je dis un mot sur l'identité, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Je veux bien que ce soit un sujet qui est au cœur de toutes nos conversations tous les soirs. Ce qui est vrai. Il ne faut pas nier ça. C'est un vrai sujet. On est tous interpellés en tant que Français aujourd'hui sur cette question. Mais pour moi, l'identité, elle n'est pas nécessairement rabougrie et malheureuse. Je pense qu'on peut partager l'idée, je le dis, d'une identité heureuse, avec beaucoup de fermeté sur le respect de nos valeurs. Je pense que le roman national, il appartient à tout le monde et qu'il se construira au fur et à mesure des sédimentations de la société française. C'est évident, c'est évident. Et c'est pas parce que vous avez dit ça que pour autant vous devez nous, du genou, sur le fait de respecter, de faire en sorte que les valeurs de la République soient respectées. Je pense qu'on peut tout à fait à la fois affirmer la volonté de respecter les fondamentaux de la société de la République française, de faire en sorte que, grâce à l'école notamment, tout le monde puisse partager cette même ambition, cette même volonté de porter nos idéaux, et dans le même temps, ne pas considérer que c'est simplement quand on évoque la question d'identité, une histoire de réfraction et de régression. Je ne crois pas ça. Ce n'est pas un concept fermé, mais ça doit être un concept affiché et un concept dans lequel, en même temps, on affirme très clairement que nous avons été lâches depuis trop longtemps en acceptant beaucoup trop de compromis sur un certain nombre de sujets depuis des années. Et donc sur l'éducation, pour revenir, je voudrais simplement qu'on rappelle aux Français que l'éducation, c'est la sécurité sociale du XXIe siècle. C'est ça. Que l'éducation, c'est mettre l'argent sur l'école plus que sur le collège et les lycées. Parce que c'est ça, en vérité, quand on regarde les chiffres, c'était très intéressant. C'est qu'en France, on met beaucoup moins d'argent sur l'école qu'on en met sur les collèges et les lycées. Les dernières réformes accentuent encore ce phénomène. Deux, c'est bien sûr la restauration des fondamentaux. Je ne reviens pas là-dessus, tout le monde l'évoque. Et troisièmement, l'afficher, l'autonomie des établissements, la construction d'un projet pédagogique, comme le disait Madame, dans lequel on met les équipes d'enseignants, les collectivités qui participent, les parents, et moi d'ailleurs même les jeunes, et que ce projet pédagogique soit porté, évalué chaque année, et que les moyens soient mis en fonction, dans un cadre national et dans un référentiel national, soient mis en fonction des difficultés, des problématiques qui existent. Parce qu'à Épingle, les problématiques ne sont pas les mêmes que dans le 7e arrondissement. À Paris, ça ne fait absolument aucun doute. Bien. Et donc pour moi, la question scolaire de l'école, elle est majeure. Elle devrait être, je l'espère, vous savez, dans les campagnes présidentielles, on l'avait constaté quand on a fait les campagnes de Bayrou, c'est qu'en vérité, les gens retiennent à peu près qu'une ou deux choses par candidat. Globalement, ils votent pour quelqu'un sur un truc. Bayrou, c'était la dette. Sarkozy, c'était de travailler plus pour gagner plus, par exemple. Bien. Eh bien, moi, ce que j'espère, c'est que les Français retiendront de notre candidat que sa réforme essentielle, ce sera l'école. Il faut faire l'économie, bien sûr, il faut faire l'entreprise, il faut faire la fiscalité, il faut faire tous les sujets qu'on a évoqués. Et puis enfin, dernier mot, et j'en ai fini par cela, il faut aussi que nous, centristes, nous soyons porteurs, tu l'as fait, Olivier, à ta façon, sur l'égalité, non pas l'égalité uniformité, mais l'égalité des chances. Et nous devons être sur un certain nombre de sujets sur lesquels, malheureusement, souvent, on n'entend pas la droite et le centre.
l'égalité des chances, c'est l'école, mais c'est aussi l'égalité devant la santé. Et comme Olivier, je suis frappé par les inégalités croissantes en matière de santé. Et ce que j'attends d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'il rétablisse en effet l'égalité devant les retraites, qu'il rétablisse l'égalité, qu'il fasse en sorte que l'école soit l'ascenseur social qu'on devrait avoir et non pas un système de reproduction sociale, et qu'enfin, nous soyons aussi facteurs, ou tout du moins porteurs d'une idée d'égalité sur un sujet aussi majeur que la santé. Tu l'as développé, je ne le développe pas, mais ça me semble majeur. Et il faut aussi, en effet, qu'on adresse un message qui est celui, à la fois, de considérer que toute personne doit vivre dignement et qu'en même temps, il faut mettre fin aux trappes à pauvreté, aux arrangements en tout genre avec notre système. Et moi, très clairement, je regarde avec beaucoup d'attention la question du revenu universel. La question du revenu universel qui, grosso modo, considère que la République française accorde à chacun de quoi vivre, en fonction de sa situation familiale, avec un système très simple, qui évite les trappes à pauvreté infinies et l'impossibilité de reprendre un travail à temps partiel, puisque le revenu universel, on accepte l'idée d'addition avec les revenus du travail, et qui dans le même temps procède à une vraie réduction des cotisations sociales sur les bas salaires, afin de faire en sorte qu'entre le revenu universel et le travail, il y a là aussi une vraie différence. Ça me semble pour moi un sujet sur lequel nous devons être porteurs de cette idée. Vous avez observé que le revenu universel commence à être expérimenté dans un certain nombre de pays européens. Je termine là-dessus. Mes chers amis. Au-delà du fait que, comme l'a dit Jean, nous allons procéder à un renvoi, à des corrections, à des ajouts comme vous l'avez souhaité, mais je mets ce document sur la table avec vous. Le nouveau centre, comme l'a dit Rudy, ne prendra pas de position en tant que parti politique, pour une raison simple, c'est que le principe même de la primaire, c'est l'idée où chacun fait un choix. Chacun fait un choix qui est son choix personnel. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de primaire. Ça veut dire que la primaire, par elle-même, n'aurait pas de sens s'il s'agissait simplement de faire en sorte qu'un parti soutienne un candidat. L'idée de la primaire, c'est l'idée d'accepter la fragmentation d'une famille politique le temps du débat, de la confrontation et du choix. C'est bien ça l'idée de la primaire. Et donc moi, j'assume très clairement que le nouveau centre ne prenne pas une position partisane, même si je sais, pour beaucoup d'entre vous, vers qui vous allez aller. Mais il n'empêche que pour nous, nous avons produit ce document, on a fait un gros travail, merci encore à Jean et à tous les collaborateurs du nouveau centre et à vous toutes et à vous tous, et c'est en quelque sorte un référentiel. Et je vous invite simplement à faire en sorte que ce référentiel, on puisse le mettre dans la corbeille de l'UDI, ça donnera au moins un contenu à ce qu'on peut faire. Et faire en sorte que ce référentiel nous guide. Nous aurons un premier tour au primaire. Nous aurons ensuite un deuxième tour des primaires. Et c'est ça, tout de même, qu'il faut avoir en tête. C'est qu'au bout du compte, après le premier, il y a un second. Et qu'a priori, au soir du premier, il n'y aura pas de vainqueur. Et donc, je vous invite simplement à intégrer cet aspect des choses. Que ce document-là, il n'est pas simplement pour demain. Il est aussi pour l'entre-deux-tours.